peut-être, on va chacun, si vous voulez, la règle du jeu. Hein, je vais vous poser les questions à chacune séparément d'abord, et ensuite nous trouverons peut-être des terrains où vous pourrez échanger entre vous. Alors, je voudrais commencer par vous, Madame Emma Aline Koa, en vous demandant quelles initiatives vous semblent essentielles pour éradiquer le sexisme dans le milieu judiciaire auquel vous appartenez. Vous voyez, on a parlé de généralités, mais là, on va voir peut-être milieu par milieu ce qu'on peut faire pour arranger les choses. Alors, Madame. Merci, Madame, pour la question. J'aimerais de prime abord souligner que le sexisme en milieu judiciaire est assez vicieux, parce qu'il n'est pas officialisé. Parce qu'en ce qui concerne les textes, tous les textes nous ont embrigadés dans une égalité vraiment textuelle. C'est dans la pratique, et la pratique est tellement vicieuse et pernicieuse que pour s'en rendre compte, c'est assez compliqué. Mais c'est en observant, c'est dans l'observation au quotidien que on s'aperçoit que telle approche est sexiste, que tel mot est sexiste. Donc c'est pas de manière flagrante. Et les auteurs de ce sexisme ne se reconnaissent même pas comme étant auteurs d'actes sexistes. Et pour encore plus difficile, pour certaines dames magistrats, elles ne se rendent pas compte que tel propos est sexiste. Voilà, donc il y a comme un déni. Mais une fois que l'on se rend compte de ce qui se passe, j'ai essayé, après avoir reçu votre communication, de me pencher sur cela. Je me suis d'abord dit, dernièrement, nous avons eu à organiser, samedi dernier, une conférence. Et au cours de la conférence, on a essayé de poser des questions à nos collègues masculins. Et on leur a dit, écoutez, comment pouvez-vous considérer, comment expliquez-vous le fait que de la Cour suprême à la Cour d'appel, au TGI, il n'y ait pratiquement pas de dames et que les dames soient reléguées dans les tribunaux pour enfants, ainsi de suite. Quand on leur a posé la question, leur réaction nous a permis de comprendre qu'eux-mêmes, ils ne s'assument pas comme étant sexistes. Ils ne s'assument pas et ils ne le comprennent pas. Et j'ai eu donc à réfléchir sur des propositions. Je me suis dit, nous également, on devrait peut-être essayer de nous affirmer nous-mêmes, de nous positionner à côté de l'homme pour instaurer un partenariat inclusif. Et de ce partenariat, on aura une meilleure visibilité. Parce que quand on est partenaire, évidemment, on est à égalité. Donc, j'ai pris un triptyque, visibilité, lisibilité, crédibilité. Qu'est-ce que j'entends par la visibilité? Donc, c'est ce partenariat qui sera inclusif avec un partenaire homme. La visibilité, la lisibilité, c'est perpétrer des actes concrets fondés sur le strict respect de la légalité. Alors, si nous qui sommes magistrats, nous sommes chargés d'appliquer la loi, cette loi ne nous parle pas de sexisme, ne nous parle pas d'inégalité, mais on devrait la mettre en exergue, déjà, comme un acquis. La crédibilité, c'est d'abord reconnaître la reconnaissance pour chaque femme d'une compétence inéluctable, qui aboutirait à la rétribution de chaque homme comme femme en fonction de sa performance. Parce qu'il ne faut pas dire que ce qui permet au sexisme de progresser, c'est parfois nos propres faiblesses qu'il nous faut assumer. Et pallier, d'ailleurs, pour ça j'adhère avec Madame Marie-Pierre Aubray qui est passée tout à l'heure. Ça veut dire que moi je mets un accent accru sur notre formation. Il faudrait qu'on soit à niveau aussi. Voilà, donc je pense que... Bon, je vous remercie, puisque on va peut-être aller plus dans le même sens avec Madame Valencia-Iloki, à qui je voudrais demander quel est les mécanismes de nomination des femmes sont-ils suffisants pour promouvoir de l'égalité? J'ajoute, pardon, que Madame, vous êtes jointe à nous parce que c'est vous qui aviez
manqué, si j'ose dire, les quelques premières minutes de bienvenue. Donc, bienvenue, mais je vous passerai la parole après Madame Valencia-Iloki. Est-ce que vous pensez que les mécanismes de nomination des femmes sont-ils suffisants pour promouvoir une égalité relative d'abord et puis l'égalité parité à terme? Je vous remercie pour votre question. D'emblée, j'aimerais remercier également l'Institut Mandela de m'avoir fait l'honneur de participer à ce forum. Alors, pour parler des mécanismes donc, de nomination des femmes magistrates à des postes juridico-administratifs, j'aimerais rapidement quand même définir ce que c'est le sexisme dans le milieu judiciaire, parce que c'est important pour circonscrire ma réponse. Alors, on entend par sexisme dans le milieu judiciaire toute discrimination de genre, dont l'inégalité lors des affectations pour nomination des femmes magistrats à des postes de responsabilité. En réalité, c'est des fonctions, parce que les magistrats n'exercent pas des postes, ils ne sont pas dans des postes, mais ils sont en fonction. Et donc, dans ces fonctions-là, il ne suffit pas d'être magistrat, de rendre des décisions, mais il suffit aussi d'être à la tête d'un des services de l'administration judiciaire qui n'est autre qu'une juridiction ou même une chambre. Alors, les mécanismes, il faut dire que nous avons ce qu'on appelle par le Conseil supérieur de la magistrature, qui est donc cette commission-là de nomination des magistrats, qui, lors des affectations des femmes, simplement obéit et donc est soumis à la loi portant parité entre hommes et femmes, parce que ça existe, cette loi, elle est constitutionnelle, elle est donc réservée dans les dispositions de l'article 17 de la Constitution adoptée par référendum du 25 octobre 2015. Malgré cela, j'aime bien dire, dans notre profession, on parle de la loi et de la pratique, parce qu'il y a la loi qui existe, encore même, il faudrait que cette loi soit effective justement dans la pratique. Alors c'est là que se pose le problème, parce que dans la pratique, on remarque simplement qu'il y a des fonctions qui sont plutôt réservées qu'aux hommes qu'aux femmes. Je vais rapidement prendre un exemple. Il y a ce qu'on appelle par le tribunal pour enfants. Et donc, ce tribunal-là a été institutionnalisé en République du Congo en 2001. Mais avant, c'était une fonction qui était exercée par un juge, le juge qui pouvait en même temps faire office de juge pour enfants. Et donc, avant même l'institutionnalisation de ce tribunal, cette fonction était réservée qu'à la femme. Alors, de 90 à nos jours, figurez-vous qu'il n'y a qu'un seul homme qui a occupé la fonction de juge pour enfants. Si ce n'est pas du sexisme judiciaire, je ne sais pas trop ce que c'est. Les causes, à mon humble avis, c'est simplement que, en confiant à chaque fois cette juridiction à la femme, moi j'ai l'impression que c'est rappeler la femme ses fonctions traditionnelles, surtout dans des sociétés qui sont les nôtres, étant donné que la femme est l'être humain dont la nature a réservé cette aptitude-là de pouvoir procréer, de donner la vie, simplement on se dit, bon, les questions qui sont traitées au tribunal pour enfants sont des questions liées donc à l'enfance, la personne apte à pouvoir traiter de ces questions-là, si ce n'est pas la femme, ça serait qui? Sans se rendre compte, j'ai l'impression que ce sexisme est fait aussi à l'encontre et à l'égard des hommes, parce qu'en réalité, ils ne connaissent pas de quoi et donc réellement gérer cette juridiction-là. Ils n'ont pas, jusqu'aujourd'hui en République du Congo, connaissance exhaustive. Ils n'ont pas touché du doigt la gestion de cette juridiction. Et par ailleurs, ça constitue un stéréotype pour les femmes qui simplement sont rappelées à leur fonction de mère de famille, donc d'éduquer les enfants. Et aussi, par ailleurs, j'ai l'impression que le tribunal pour enfants, c'est un foyer. On le confond à un foyer, alors que c'est une juridiction. Donc, pour revenir à la question initiale, je dirais que les mécanismes qui concourent aux affectations des magistrates
dans les juridictions sont donc soumis et découlent des principes qui sont constitutionnels, même si dans la pratique, on constate certaines illégalités. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors justement, le lien est trouvé avec vous, madame, sur la Constitution. Comment, est-ce que vous avez comment en Algérie, l'égalité homme-femme est promue dans la Constitution progressivement, je suppose, et quelles ont été les modifications introduites? Merci, Madame la Présidente. Je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de m'exprimer devant vous en ce lieu hautement symbolique. Alors, pour la question, je dirais que la femme algérienne est en train de vivre en ce moment un moment historique. Je pense que son intitulé, c'est l'incarnation de son droit de manifestation. Ce droit qui était pendant longtemps illicite, il était très conditionné et même interdit. La femme algérienne, même si elle avait la chance de conquérir ses droits politiques, socio-culturels et économiques à travers toutes les constitutions successives, commençant par la constitution de 1963, qui lui a reconnu le droit de l'égalité avec les hommes, mais en pratique, on trouve un grand éclipse, on trouve une grande absence de la femme algérienne dans l'espace public généralement, y compris dans la vie politique. Et cela a été dû à plusieurs facteurs, je citerai à titre d'exemple, par exemple, quelques valeurs culturelles traditionnelles, je citerai aussi quelques croyances religieuses très rigides envers la femme, son dépendance économique à l'égard de l'homme. Tout ça était vraiment les causes de l'absence de l'accès de la femme à la politique. Et pour encourager la femme, l'État a fait beaucoup d'efforts, notamment, je citerai la stratégie nationale de développement des droits de la femme, je citerai aussi les réformes de quelques lois, je dirais la loi électorale, la loi des partis politiques. Et pour les mécanismes, en ce qui concerne les mécanismes, je citerai deux mécanismes très très importants dans la vie politique. En 2008, le constituant a intégré le principe de quota. Il était mis en œuvre à travers une loi organique qui portait le numéro de 1203. Et l'application de cette loi a fait entrer 145 femmes à l'Assemblée nationale en 2012. Par contre, si on fait une petite comparaison de l'accès de la femme dans les postes de décision, on trouve une basse participation. Son nombre est varié entre 2 et 7 femmes dans les gouvernements successifs jusqu'à 2014. Jusqu'à 2014, le gouvernement actuel comporte 4 femmes dans un gouvernement qui est composé de 27 ministres. Et pour améliorer la participation de la femme dans les postes de décision, l'État a adopté le principe de parité en 2016. Donc, c'était à travers l'article 36 de la Constitution 2016. Et la mise en œuvre de ce principe, et après des études qu'on a fait, ça fait 3 ans qu'on a fait entrer ce principe dans la vie politique et économique de la femme algérienne. Selon ces études, on remarque une augmentation significative de l'entrée de la femme dans certains domaines. Je citerai par exemple l'import-export, je citerai aussi le partenariat. Et dans le domaine de postes de décision, on a remarqué une augmentation d'un taux de 11,6%. Et cela, c'était après l'application des directives et des circulaires qui ont été diffusées dans les différentes administrations pour l'ouverture de l'accès de la femme à ce genre de poste, bien sûr la femme compétente qui a de l'expérience à ce genre de poste. Je dirais que la Constitution est bien belle avec ces articles, mais je pense que la femme algérienne aujourd'hui a besoin d'un mouvement où tout le monde s'implique
pour la lutte de toute idée, de toute marginalisation, de toute limitation de droits de la femme. La femme algérienne a vraiment besoin d'un changement de mentalité envers elle. Elle a besoin d'une autonomisation globale. Et cette autonomisation, je pense qu'on peut arriver avec l'éducation. Ça commence par la petite famille, par les écoles, à travers les médias, pour arriver à cette autonomisation globale. Donc j'ai dit que la femme est en train de vivre un moment historique. Je finirai ma réponse par dire que c'est aussi le moment pour la femme algérienne de prouver qu'elle est un acteur, qu'elle est un facteur essentiel dans la construction d'un État moderne, un État démocratique, un État de droit dont rêvait toute Algérienne et Algérien. Merci à vous. Merci beaucoup. Ce sont des propos très actuels, évidemment. Bien, Madame Hakemin Reiko, vous êtes présidente d'MH Group, et je voulais savoir, vous, si vous pensiez que c'est par l'éducation, par la scolarisation qu'on arrive d'abord à appréhender le problème des femmes. 很遗憾，我用中文啊，请允许我用中文。对不起啊，可能这个助听器要起点作用了，可以吗？啊，谢谢谢谢。刚才这个听到了很多知名女士的发言啊，我很开心。首先，我感谢组委会的所有成员，你们努力，而且给我这个机会，谢谢你们。今天刚才我提了一个问题啊，就是说这个妇女的地位是不是能够在教育或者入学方面进行一些努力。首先我介绍一下我自己，我说中文，但是我来自东京，我在日本已经生活了35年。为什么我能今天在这儿呢？应该说，在日本的社会，像我这么一个人，是一个大家说是一个奇迹。因为我对日本来说，我是一个外国人，再是女性，但是我做到了日本上市公司的集团的总裁，所以这是一个奇迹。今天我能到这儿来很开心。我介绍一下日本，刚才跟这个题目非常重要。在日本，女性受教育的比例是100%，就是如果你小孩不受教育，不受到中学的教育，是要受到惩罚的。所以教育水平就是每个人享受的尊严是一样的，但是又非常遗憾。刚才我们的主席好像说了一下，说日本这个部长级的，就是议会部长级的人只剩一个人了，只剩一个人了。那为什么呢？就是说日本的女性在这种高级官员里边是非常少的，理由很多。不是他们不想做，而是生活让他们非常困惑。首先，我们女生要结婚，就会遇到生孩子的问题，有个养育孩子的过程。好不容易孩子长大了，当他步入社会的时候，他们的父母又老了，然后又回到家里去看护他们的父母，所以永远有做不完的这个工作。这种家庭把他们锁住，而让他们很难走出社会。经常有人问我说，朱峰，你是不是独生，或者是离婚了，或者是一个人？我觉得很奇怪，为什么我一定要离婚，一定要独生呢？我有家庭，我有2个孩子，我有丈夫，我有父母，也就是证明了这个社会让女生上去是一个很有困难的。但是后来这个安倍总理现在在他8年的任职中间，把妇女在国际上，在这个社会上的地位提到了国际议程上面。最近8年以来，日本的这个整个女性是非常地位高的。他们这个在上市公司，我因为是上市公司的总裁哈，对上市公司的数字比较熟悉一点。在上市公司的里边的女性的这个董事级，我不知道英文怎么，就是董事级leader级的，一般都是占到了3.8%。这对日本来说是一个非常奇迹的数字。能涨到3.8的话，就是说在3万人中间有1000人是女的。那像我这样能做到董事长的呢，还是很少的。现在据说做到上市公司董事长的女性，仅仅只有200人左右。
那么我不仅是为中国女性要占这个地位，同时也为日本女性要占这个地位。总的来说，女性真的会遇到很多问题。我给大家举个例子，当我进入一家公司的时候，我们的男生跟我说，林子，你跟我去倒咖啡。那当时我就觉得很奇怪，我就把当时的老板叫过来，我说老板，你给我的工资里面有倒咖啡这个项目噻？老板说没有 ，OK， 我不倒了。就是我们女性必须增加自己的地位，我们要努力为自己争取，同时教育得到了教育一定要应用，不用挺可惜的。那么我就很希望男性要理解我们女生的这个生活的过程，多给我们一些鼓励，同时希望政府给我们女性，比方说幼儿园，比方说这个介护老人这些基础环境上多给我们一些机会。我还告诉你们一个好消息，在日本生了孩子以后，女生生了孩子以后，女生可以不休息，男生可以休假1年给他工资。现在已经有人休息了，我希望这个制度得到落实，希望更多的女性走上社会。谢谢各位。Je vous remercie pour ce témoignage qui est effectivement intéressant par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre. Et votre combat, effectivement, a l'air d'en être à ses débuts. Enfin, on y reviendra. Alors, Madame Rachel Nikogula Akiko, vous êtes ambassadeur déléguée permanente de la République gabonaise auprès de l'UNESCO. On ne vous avait pas entendu tout à l'heure parce que vous étiez dans les embouteillages. Alors, je vous passe la parole maintenant si vous voulez participer à cette interrogation sur quel est l'élément essentiel pour commencer vaguement à établir une égalité entre les hommes et les femmes. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord présenter toutes mes excuses. Oui. Effectivement, on est ravis de vous avoir. Mes obligations ne m'ont pas permis d'être là à l'heure. Effectivement, j'avais également une autre intervention, mais qu'à cela ne tienne, je suis bien sûr honorée d'être parmi vous. J'avais effectivement à prononcer un discours introductif. Donc, si vous me le permettez, je vais le livrer. Et bien sûr, là-dedans, il y a également des actions qui ont été entreprises dans le cadre de ma fonction. Merci. Alors, Mesdames les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements au Dr Paul Kananura, président de l'Institut Mandela, de m'avoir invité à prendre part à cette conférence internationale dont le thème est Femmes, politique et société, organisée à l'occasion de la Journée internationale de la femme dans ce haut lieu de concertation citoyenne qu'est l'Assemblée nationale, lieu qui donne à cet événement une portée symbolique considérable. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, pour rappel, c'est ici que Madame Simone Veil, alors ministre de la Santé, a délivré ce célèbre discours en 1974 qui a profondément modifié la condition de la femme en France et bien au-delà. Nul besoin de revenir sur la grande femme politique au parcours hors norme qu'elle a été, ce qui lui a valu d'être la 5e femme à faire son entrée au Panthéon l'année dernière. Permettez-moi donc de dire l'honneur qui est le mien de pouvoir m'exprimer à mon tour à cette tribune sur une question qui m'est particulièrement chère, car c'est en ma qualité d'ambassadeur déléguée permanente de la République gabonaise auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, mais en ma qualité aussi de présidente du groupe Afrique de l'UNESCO et en ma qualité de femme que je prends la parole aujourd'hui. Le thème de notre rencontre nous permettra de mettre en exergue les défis qui nous restent à relever en tant que femmes, mais également les opportunités qui nous sont offertes au sein de la société. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, comme vous le savez, les femmes restent confrontées à des discriminations omniprésentes et généralisées
qui se manifeste dans tous les domaines et toutes les classes sociales confondues. Cela a été dit longuement ici par mes prédécesseurs. Au niveau mondial, il est utile de rappeler que seulement 63% de femmes de 25 à 54 ans représentent une partie de la population active, contre 94% des hommes de la même tranche d'âge. La garde et le soin des enfants, la préparation des repas, le nettoyage et les travaux agricoles, etc., telles sont les tâches qu'accomplissent quotidiennement les femmes que nous sommes. Ces tâches, pourtant essentielles au fonctionnement des ménages et de l'économie, sont très peu ou non rémunérées. De même, les femmes restent toujours moins bien loties dans l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, face à ce constat alarmant, de nombreux pays ont saisi l'impérieuse urgence de replacer l'égalité femmes-hommes au cœur des débats et d'en faire une réalité concrète. Je voudrais donc ici prendre des exemples sur mon pays qui est très attaché à cette problématique, donc mon pays, le Gabon. En effet, la Constitution gabonaise consacre les mêmes droits à l'homme et à la femme, et la décision de son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, de décréter la période 2015-2025, décennie de la femme gabonaise, décision qui fait suite à son souhait exprimé de voir la loi attribuer 30% des mandats électifs aux femmes s'inscrit dans l'esprit de ce texte fondamental. Il en est de même de notre décision, nous le Gabon, d'instaurer au sein de l'Organisation internationale de la francophonie une entité dédiée à la promotion de l'égalité femmes-hommes, des droits et de l'autonomisation des femmes et des filles. Cette résolution a été adoptée en Antananarivo au sommet des chefs d'État de la francophonie en 2016. Par ailleurs, faut-il le rappeler, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté en septembre 2015 17 objectifs de développement durable, communément appelés ODD, dont l'objectif numéro 5 consacre l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles. Ceci prouve que l'on ne peut atteindre un développement inclusif et durable qu'en intégrant cette composante essentielle de la société. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le rapport de l'ONU Femmes affirme que l'égalité des genres est un droit. Et la réalisation de ce droit est le meilleur moyen de surmonter certains des défis les plus urgents de notre époque. Aussi, nous n'avons pas d'autre choix, mesdames, que de poursuivre ce combat, car il en va de l'avenir de nos enfants, de nos sociétés et, je dirais même, de l'humanité tout entière. Enfin, je ne puis donc douter qu'au terme de nos fructueux échanges, nous pourrons mieux définir les contours d'une société dans laquelle les femmes participeront activement et davantage au développement de la société et ainsi créer un cercle vertueux en investissant durablement dans ce capital inestimable qu'elle représente aujourd'hui. Je voudrais encore vous dire merci du fond de mon cœur. Merci. Merci. Alors, Sylvie Sassier, vous vouliez poser une question, je pense, à tous nos panélistes, comme on dit. En revanche, moi aussi, j'en ai d'autres à poser. Commencez. Je vous en prie. Merci. J'ai bien entendu, depuis le début de cet après-midi, tous les efforts qui sont faits dans tous les pays que vous représentez, toutes mesdames. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts, y compris dans notre pays, en France. Je ne peux pas parler des autres pays européens parce que je ne sais pas exactement où en est chaque pays. En tous les cas, en ce qui concerne la France, on sait que certains... Nous combattons pour l'égalité dans certains domaines et nous n'y sommes pas encore tout à fait arrivés. Donc je sais que c'est extrêmement difficile dans les autres pays. Je voudrais, moi, poser une question, parce que je ne peux pas parler des pays dans lesquels je ne sais pas ce qui se passe au quotidien ou même de l'avancée, bien que j'ai entendu que vous aviez fait énormément de choses déjà et que beaucoup reste encore à faire. Je me pose juste une question. J'entendais tout à l'heure que
nos intervenantes disaient qu'il ne fallait pas reléguer les femmes à leur rôle de mère, certes, mais il ne faut pas l'oublier non plus, je pense. Et je pense que ça ne doit pas être exclusif non plus. Et ce n'est pas parce qu'on veut l'égalité qu'on doit complètement oublier que nous sommes des femmes et que nous avons à ce titre des devoirs, dont des devoirs de transmission. Et je pense que c'est encore plus vrai dans certains pays que je connais et que j'aime, l'Afrique. Je connais moins les autres, je suis désolée. Mais je sais que la transmission et l'éducation passe beaucoup par les femmes. Et j'ai juste une interrogation et je voudrais poser la question à toutes mes voisines. Est-il possible de concilier la lutte pour l'égalité de la femme et la transmission de vos traditions et de votre culture spécifique qui est si importante? Alors, on commence par vous parce que je vous ai vu réagir justement à cette interrogation sur femmes, multiples, quoi. En fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, que la femme n'a pas besoin seulement des textes. Parce que, comme j'ai entendu parler, tous les pays, ils ont intégré dans leur loi, dans leur constitution, les droits de la femme. Mais la femme, elle a besoin, en fait, de conquête de ses droits en réalité. Elle a besoin d'une égalité réelle. Et cette égalité, comme j'ai dit tout à l'heure, doit commencer par l'éducation, par éduquer nos enfants à éliminer toute discrimination. Donc ça doit se passer dans la tête, ça doit se passer dans nos idées. Donc je pense que ça commence par l'éducation. L'éducation des parents dans la petite famille, c'est important. Au niveau des écoles, dans les médias, il faut avoir l'idée d'annuler toute idéologie contre la discrimination envers les femmes. Est-ce que c'est votre avis à tout? Est-ce que vous pensez que tout commence par là, ce que vous avez dit tout à l'heure d'ailleurs? Oui, en ce qui nous concerne, je dirais c'est vrai qu'on a une surcharge culturelle souvent handicapante, mais on aimerait peut-être actuellement définir des nouvelles valeurs communément admises, parce que dire qu'il n'y a que la femme qui a le monopole de l'éducation d'un enfant, moi je me porte en faux contre cette assertion. Je pense que l'éducation est commune. Et c'est ensemble que nous avons la charge d'élever les enfants, compte tenu de ce que nous avons emmagasiné depuis la nuit des temps. Voilà. Ah, mais je pense que c'est ça qui fait peut-être problème. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, que l'homme soit d'accord pour accorder au moins la moitié de l'éducation à une femme. Mais on ne peut pas arrêter le changement. Il y a un vent de changement. Justement, j'ai apprécié le terme diplomatie employé par Madame Aubry tout à l'heure. De manière diplomatique, ils vont admettre que par rapport à un contexte qui est à la fusion, à ce partenariat du genre, voilà, ils seront obligés de s'adapter également. Mais on ne leur fera pas de manière brutale. Je crois que le terme diplomatie, je l'ai apprécié tout à l'heure. Et c'est en y allant, doucement, leur feront comprendre l'avantage pour eux d'une fusion avec une femme, voilà, oui, pour avoir gain de cause. C'est un optimisme diplomatique, mais c'est un optimisme. Et vous, madame, vous pensez aussi qu'on est arrivé... Parce qu'en France, nous avons connu les batailles du quota, par exemple. Même si je parle... les quotas, c'est-à-dire, à un moment donné, les hommes politiques ont dit, c'est formidable, il faut donner 10% de quotas aux femmes dans les élections. Et puis après, c'est quand même monté jusqu'à 50, et maintenant, nous avons des gouvernements paritaires. Mais on sait bien que... ça s'est imposé finalement. Beaucoup de gens disaient, d'ailleurs dont moi, imposer des quotas, vraiment, c'est considérer que les femmes sont inférieures. Et bien finalement, on a été obligé à le faire. On a été obligé de le faire pour faire un peu et encore pas complètement changer les choses. Alors, vous pensez que vous allez partager le même optimisme que votre voisine? Alors, sur la diplomatie, je veux dire. Sur la diplomatie. Mais oui, bien sûr, parce qu'on n'a pas le choix. Moi, j'aime bien revenir aux sources à chaque fois. Il ne s'agit plus ici, à mon sens, d'enfoncer des portes qui sont déjà ouvertes. On n'a plus le choix.
On est obligé d'éduquer des enfants à deux. C'est un dualisme, c'est comme ça. Parce que la femme, elle sera plus à la maison comme avant. Parce qu'elle aussi, elle souhaite s'épanouir professionnellement. Donc, si on ne partage pas les tâches éducatives à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Enfin... Qu'est-ce qui se passe? Je pose la question. Et vous n'avez pas la réponse. On est là pour discuter, discutons. Qu'est-ce qui se passe après? Oui, alors justement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'un homme peut répondre à cette question dans la salle? Non. Ce qui est déjà formidable. Est-ce qu'une femme alors? Bon. Ce qui est déjà formidable, c'est qu'il y a je ne modère pas, mais bon. Ce qui est déjà formidable, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup d'hommes dans cette salle, et c'est déjà un progrès colossal. Je peux vous dire que... faut bien qu'un homme dise quelque chose. Alors, oui. Vous, madame, oui. L'éducation, mais alors plus brièvement, pardon, mais brièvement. Merci de me redonner la parole. Oui, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on fait l'égalité dans la scolarisation, dans l'éducation? Je voudrais faire mien les propos de la première intervenante sur la question tout à l'heure, qui disait la femme a besoin d'une égalité réelle. Et moi, effectivement, je dis réelle, et partout où nous nous trouvons, au niveau déjà familial. Moi, j'ai des enfants, j'ai des filles, j'ai des garçons. Pour moi, ils sont tous égaux. Le partage des tâches à la maison également. Je ne privilégie pas mes garçons au détriment de mes filles. S'il y a lieu de faire la petite vaisselle, laver les tasses, parce que ça relève de l'éducation de notre culture, c'est à tour de rôle. S'il y a lieu de faire la table, quand la nounou n'est pas là, ou la gouvernante, etc., c'est à tour de rôle. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, je veux dire, c'est déjà au niveau même familial, au niveau de la maison. Maintenant, il y a un autre niveau, celui de l'éducation. Chez moi, au Gabon, il y a une égalité à ce niveau. Les filles et les garçons vont à l'école. Il n'y a aucune discrimination. Au niveau institutionnel également, je le disais tout à l'heure, en plus d'avoir décrété la décennie de la femme 2015-2025, c'est le chef de l'État bien sûr qui l'a décrété, mais nous sommes dans cette dynamique depuis la nuit des temps, depuis que nous sommes indépendants. Nous avons des femmes, nous avons une femme président de la République, ça a été mentionné par la dame. Nous avons vraiment à tous les niveaux constitutionnels, nous avons une présidente de la Cour constitutionnelle, nous avons une médiatrice de la République, nous avons au niveau du gouvernement plusieurs femmes ministres, nous avons même une femme actuellement qui est ministre de la Défense nationale. Donc vous considérez que dans ce domaine, vous êtes tout à fait en avance? Nous sommes, je pense vraiment, je le dis en toute fierté, au niveau aussi international, nous les femmes ambassadeurs, mon cas, nous nous battons aussi, pas que pour le Gabon bien sûr, nous nous battons au niveau international, au niveau diplomatique, pour aussi faire avancer la cause des femmes. Je disais tout à l'heure, j'ai eu cette opportunité de présenter une résolution en tant qu'ambassadeur au sein de la francophonie pour créer une entité sur l'égalité femmes-hommes, les droits et l'autonomisation des femmes et des filles. Donc voilà, au niveau de l'UNESCO également, il y a aussi... On va revenir, il y a d'autres aspects. Alors je voudrais le contrepoint de Madame Akémine Reko. Est-ce que vous êtes au fond aussi satisfaite que votre voisine? Et non, pas tout à fait, je le vois. Alors on remet nos écouteurs. 麻烦大家再把这个带上啊，我再用中文讲一下。基本同意，但是呢，我也有我的意见哈。我觉得小孩刚才我说了，在日本受教育的权利完全平等。那从什么时候他们发生差别呢？实际上是在他们在成人的过程中间，男女他有个身体上的差别，男性会觉得自己比较强大，女性会觉得自己弱小，这在体力上的差别给他们造成意识上的差别。
实际上，我觉得最重要的就是在他们在成人的这个阶段的时候，多告诉他们要理解男和女的同时的价值，这点非常重要。像刚才我非常同意我左边的女士说的话，她说大家可以洗碗的时候一起洗，是吧？比方说我们有孩子以后，接送小孩可以大家交换，这个没有男女之差，不用体力活。但是突然要拿一个很重的东西的时候，我建议还是要男性去拿，因为他们体力比较强大。而要做一些比较擅长料理啊这方面，女性非常适应的东西，可以提倡女性去做，这是价值的问题。所以呢，我还是认为男女在成人的时候，一定要让他们互相理解。男性能做的事，男性就可以多做一点，女性也可以做，但是在他们做的时候要互相理解，互相感谢。因为这个才能体现我们自己互相的存在。我和我丈夫关系特别好，小孩有病，比方要生病了，我在工作的时候，我会打个电话给我丈夫，你快去接一下。他如果有困难的时候，那行，我说我们互相交换，就是让他们懂得孩子是我们共同的财产，家庭是我们共同的财产，我们大家工作对孩子是最好的教育。这反正大致上都是同意的，我就是发表一些我的见解啊，谢谢各位。Est-ce qu'il y a les obstacles? Alors, on voit bien les obstacles entre la seule existence des hommes et des femmes, mais est-ce que les obstacles sont dus aux habitudes, aux mœurs, ou est-ce que, par hasard, et quelque part, il y a le frein de la religion? Qu'est-ce qui commence? Qu'est-ce qui peut... Je pense que c'est vous qui pouvez répondre en premier. Oui. En fait, la concrétisation des droits de la femme est face à plusieurs obstacles. J'ai cité tout à l'heure quelques valeurs traditionnelles, les valeurs culturelles traditionnelles. Ça, c'est très important. Et en concernant quelques réflexions, quelques croyances religieuses rigides envers la femme. Ça, c'est aussi très, très important. J'ai cité aussi la dépendance aussi de la femme économique à l'égard de l'homme. Des fois, c'est la femme elle-même, elle est obstacle pour d'autres femmes. Donc, si elle ne participe pas elle-même à l'amélioration de ses droits, donc elle ne va pas attendre que autrement ses droits ils viennent comme ça. Donc il y a beaucoup d'obstacles. Donc j'ai cité aussi quelques stéréotypes sexistes. Autre chose, des valeurs dans la société. Et tout à l'heure, la dame était d'accord quand elle a dit que c'est une différence de pensée entre les enfants eux-mêmes, entre filles et petits garçons. Donc il faut réfléchir comment peut-on arriver à changer ses pensées, à changer ses idées envers la femme. Voilà. Mais vous ne faites pas de la religion un obstacle essentiel, madame? Alors, au niveau de la République du Congo, nous ne faisons pas la religion un obstacle essentiel parce que la plupart de la population, elle est chrétienne, bien que dans la Bible, on parle de l'homme qui est le chef de la famille et tout. Mais par contre, il y a des obstacles qui sont liés à la culture africaine d'abord, ensuite aux coutumes, aux us, aux pratiques, même aux tribus, la manière de faire, le patriarcat. Donc c'est plutôt dans la coutume que moi je pourrais dire qu'il y a des obstacles à cette évolution. Et par ailleurs, je dirais aussi, hormis la coutume, il y a des mentalités, parce qu'on est resté longtemps soumise, et donc ça prend du temps de pouvoir être en parallèle. C'est normal, hein, quand même. Et vous, alors, madame? Oui, moi je fais mienne tout ce qui a été décliné par ma consoeur, mais je reviens sur le fait que la femme est un obstacle pour la femme aussi. C'est ça, c'est notre manque de cohésion qui nous dessert. Parce que généralement, celles qui ont eu à atteindre, je dis les sommités, elles passent difficilement le relais. Et
elles attirent difficilement les autres. Au contraire, elles exercent de l'exclusion. Elles veulent garder le monopole. Ça, c'est peut-être intrinsèque à la condition humaine. Il y a comme une forme de... On ne tend pas facilement le relais. Hein. Et moi, je reviens sur ça, parce que nous, au niveau du Congo, la religion, ce n'est pas... voilà. Et, enfin, ceci étant, pour passer le relais, il faut déjà avoir le relais. Et c'est le problème. C'est vrai qu'on veut peut-être le garder, mais il faut être en disposition, il faut pouvoir avoir le relais. Vous, madame, l'obstacle, non, je ne peux pas vous demander l'obstacle religieux pour le Japon, non. Mais pour vous-même, est-ce qu'il y a des obstacles donc religieux ou plutôt liés aux habitudes, aux coutumes c'est à vous que je parle. Oui. Alors, oui, est-ce que les obstacles, où situez-vous les principaux obstacles? Dans les mœurs, on a parlé d'éducation, bon, on a vu, et dans la religion, où situez-vous les principaux obstacles à la montée, ou même, effectivement, dans le rôle des femmes, qui ne jouent pas toujours le rôle des femmes? Merci, Madame Michel Cota. Je ne pense pas qu'il y ait un obstacle au niveau religieux. Je pense vraiment pas. Une de mes sœurs du Congo l'a dit. Il n'y a pas d'obstacle à ce niveau. L'obstacle viendrait de notre culture. Et là, c'est un combat aussi pour nous, les femmes, de nous mettre en avant-garde, de positiver toutes ces traditions, ces cultures, les transformer, comme nous le faisons déjà, chacune à son niveau, et de les rendre, je vais me répéter, mais de les rendre vraiment plus positives. Et bien sûr, moi, ma qualité d'Africaine et gabonaise et fière d'être femme noire, c'est de l'expliquer aussi à nos enfants, aux générations futures, tout en positivant, parce qu'elles ne sont pas mauvaises, nos cultures, elles sont pas, on va pas, je dis, on va pas, voilà, ici, les condamner. Il faut vraiment tirer le meilleur. Il faut aussi, il y a tout un travail au niveau de la sensibilisation, de l'éducation, de l'information. Ça, c'est important. Du dialogue aussi. Il faut vraiment un dialogue inclusif, un dialogue permanent entre les différentes générations. Ça, c'est important aussi, parce que nous avons une culture riche, très riche. Donc, on ne va pas la condamner. Il faut simplement, à mon sens, enfin, simplement, c'est vrai que c'est un travail dur, de dur labeur, mais petit à petit, vraiment tirer tout ce qu'il y a de positif pour pouvoir avancer, je pense. Bon, alors, voilà ma dernière perception. question avant de passer à la deuxième table ronde que Philippe Sassier. Moi, je me posais une question sur quel est votre jugement par rapport au contrôle des naissances? Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une certaine place faite au contrôle des naissances? Est-ce que vous le souhaitez? Est-ce que vous ne le souhaitez pas? Est-ce que vous pensez que, d'une certaine façon, c'est aussi un pouvoir d'asservir la femme que de l'obliger à avoir beaucoup, beaucoup d'enfants? Qui parle? Allez-y. Mais je pense qu'en tant que femme active et femme qui tend peut-être à acquérir un leadership suffisant, ce n'est pas, il faut quand même qu'il y ait une certaine limitation. Il faut quand même qu'il y ait une certaine organisation même dans ce cadre-là, parce que si vous avez des objectifs à atteindre et que vous avez 10 enfants, je crois que ce sera plus que pénible. Hein, voilà, donc je crois, bon, c'est vrai que chacun peut être libre par rapport à ses objectifs, mais ça découle des objectifs qu'on a à atteindre. Mais est-ce que c'est voilà. Oui, est-ce que c'est une cause de friction entre les hommes et les femmes que les femmes veuillent ralentir leur taux de mortalité? Est-ce que c'est une friction
entre les hommes et les femmes. Mais il ne devrait pas y avoir de friction parce que je pense que quand on est en couple, les objectifs sont communs. La diplomatie, toujours. Voilà, ben, je suis très diplomate, oui. Hein, les objectifs sont communs, donc on se comprend. Parce que, et pour lui et pour moi, on sait qu'on doit quand même limiter un certain nombre qu'on pourra gérer. On ne peut pas être ça n'est pas une dépassé lutte par ça. pour vous. Est-ce Voilà. que c'est une lutte pour vous Non, ça ne peut pas être Non, une lutte. pour vous. Est-ce que c'est une lutte pour vous, le contrôle des naissances? Est-ce que la femme peut contrôler ses naissances? Ben oui, par tous les moyens, contraception, la femme peut contrôler ses naissances. Et il n'y a pas de conflit avec les hommes à ce sujet? Mais non, c'est un problème d'entente, moi je pense. Et de nos jours, de plus en plus, les hommes, ils sont plus ils veulent plus trop faire le papa, hein, moi je pense. Donc, dans le sens où les naissances limitées, ça les arrange bien. Point de vue occupation, point de vue budget, c'est plutôt peu bien adapté chez nous, franchement. Donc, moi, j'en ai qu'un pour le moment, mais il n'y a pas de bataille. Pourtant, il y a un petit budget qui suit. Vous non plus, je suppose. Vous, c'est plus assimilé déjà, le contrôle des naissances, ça pose moins de problèmes. Vous savez que ça en a beaucoup posé en France, c'est pour ça que je pose des questions. C'est que ça en a beaucoup posé entre les hommes français et les femmes françaises. Moi, je pense que l'organisation, elle est importante. Je pense que l'organisation au niveau de la famille, elle est importante. Mais par contre, pour la limitation, je pense que le couple est souverain pour voir limiter. Donc, je pense que ça... Très bien. Bon, je crois que... Oui, ah oui, Madame le ministre marocain, vous vouliez parler. Non, mais pas trop longtemps. Vous réagissez. Alors, vous prenez un micro à côté de vous. Les micros sont là, si vous voulez. Vous réagissez, mais pas trop longtemps, parce que nous clôturons cette table ronde. Merci. Je me mets comme au Parlement. J'ai quand même passé 10 ans en tant que parlementaire et ça me rappelle des choses. D'ailleurs, je suis émue d'être dans cette salle, Colbert. Alors, pour réagir un petit peu sur les questions que vous avez posées, diplomatie ou pas, pour cohabiter, il faut absolument être diplomate. Donc, entre couples, il faut un peu de diplomatie, mais pas au détriment des droits. Quand il s'agit de droits, alors là, on milite. On ne fait pas la diplomatie. Au sein de la famille, dans le champ de l'emploi, au Parlement, au gouvernement, partout. Pour les droits, on milite. Alors, vous avez posé une autre question. Est-ce que la religion peut freiner donc l'évolution de la femme? Oui. Je vais vous dire, toutes les religions sont venues pour libérer l'homme et la femme. Alors, l'interprétation... Ils sont quand même venus d'abord pour libérer l'homme. L'interprétation, bien sûr, fait défaut, mais c'est l'exception. Et non pas la base de la religion. Et là, je veux vous citer quelque chose qu'on cite dans la culture musulmane. Alors, quelqu'un a dit à un gouverneur, quand vous avez tenu les gens esclaves alors que Dieu les a créés libres. Donc, c'est ça notre référentiel. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Un mot pour finir cette table ronde, madame. Un mot, vous vouliez ajouter un mot pour finir cette table ronde? Mais oui, très rapidement, je voudrais rebondir sur votre question où il s'agissait de demander à propos du contrôle de la naissance, des naissances, est-ce que c'est un moyen d'asservir les femmes? Je dirais non. Il faut partir de nous, femmes africaines. Les enfants sont une richesse. Ça, c'est dans notre culture. On a plus d'enfants, on est riche. On a plus de filles, on aura sûrement plus de dots. Donc, ce n'est vraiment pas un asservissement, c'est plutôt signe de richesse. Maintenant, en tant que femme moderne, bien sûr, nous avons, cela a été dit, nous avons tous les moyens maintenant de limiter les naissances.
Donc voilà, c'est ce que je voulais Très bien, ajouter. mesdames, Merci. je vous remercie toutes. Alors,